Bienvenue dans la petite histoire et dans cette nouvelle thématique qui sera cette fois consacrée aux grands corsaires français. La liste sera encore une fois non exhaustive bien sûr, et sachez aussi que Jean Bart par exemple n'y figurera pas plus que Pléville-le-Pelé parce que j'ai déjà fait des épisodes les concernant sur TVL et donc je vous y renvoie. Voilà, ça c'était pour éviter tout scandale. En revanche, je parlerai bien de Surcouf parce que oui, je l'ai déjà fait, mais c'était il y a 1000 ans, d'ailleurs c'est même plus sur la chaîne et je ne peux pas ne pas parler de Surcouf dans une thématique sur les corsaires, je ne peux pas. On parlera aussi de Duguay-Trouin parce que à ma grande surprise, je ne l'ai pas traité, je n'ai pas fait d'épisode sur ce tout aussi célèbre corsaire malouin, donc c'est parfait. Mais pour aujourd'hui, commençons par un corsaire oublié qui a vécu dans l'ombre de Duguay-Trouin justement et dont les exploits monstrueux n'ont pas du tout été récompensés, Jacques Cassard. Jacques Cassard, il est complètement oublié aujourd'hui alors que son parcours est incroyable et qu'il était sans doute avec Duguay-Trouin le meilleur corsaire de son temps. Et de son temps justement, vous allez le voir, il a passé sa vie, une vie de dévouement absolu, à se prendre des carottes monumentales. Alors, rendons-lui hommage maintenant, il le mérite. C'est parti. Jacques Cassard, c'est donc un corsaire nantais. Il est né en 1679 au sein d'une famille de marchands. Et comme il perd son père très jeune et que sa famille n'a plus d'argent, il s'engage très tôt dans la marine à 14 ans sur l'un des bateaux de son oncle. À 17 ans, les choses sérieuses commencent puisqu'il part pour l'Amérique du Sud et il participe, enfin l'Amérique centrale plutôt, il participe en commandant une canonnière à l'expédition de Carthagène où il s'illustre pour la première fois. Déjà en arrivant bien à destination alors qu'il s'était retrouvé isolé du reste de la flotte pour la traversée de l'Atlantique, mais ensuite sur place lors du combat, il se met à la tête des galiotes de bombardement et réduit l'artillerie du fort au silence, puis il s'engouffre le premier dans la brèche pour monter à l'assaut. Son attitude est saluée dans le rapport envoyé à Versailles et il commence ainsi à gravir les échelons. Il devient capitaine de corvette, il part pour les Antilles et s'illustre à nouveau, notamment en capturant un brick britannique, donc bien plus lourdement armé et avec un équipage plus important que le sien. Et en plus de ça, il était rempli de sucre et de rhum. C'est pas beau ça? Louis XIV entend parler de lui et à l'occasion de la guerre de succession d'Espagne, il le fait lieutenant de frégate. C'est à ce moment, nous sommes en 1705, qu'il se reconvertit dans la guerre de course. Je ne vais pas réexpliquer ce qu'est la guerre de course, on est dans une thématique sur les corsaires, alors faites un effort. Il va donc débuter sa nouvelle carrière de corsaire au large des côtes anglaises et surtout irlandaises. En 1706, il s'approche de la ville de Kinsale sous pavillon anglais, technique habituelle, et se fait passer pour un garde-côte. Ça passe, il rançonne 6 navires marchands anglais, puis rentre tranquillement à Brest. Il multiplie ensuite ce genre de petites opérations dans la Manche, capturant des dizaines de navires, pillant même la ville de Cork, et il finit par se faire une renommée. On commence alors à lui confier des navires de plus en plus importants avec lesquels il continue de multiplier les prises et les coups audacieux. Et en 1709, le roi Soleil l'appelle pour escorter les convois de blé en Méditerranée, qui sont une cible très prisée des Anglais. Cassard, qui a été promu commandant, s'y rend donc en Méditerranée. On lui confie 2 navires, l'Éclatant et le Sérieux, pour escorter 25 navires chargés de blé vers Marseille. Et avec ces 2 bâtiments seulement, il va faire des miracles. Le 29 avril 1709, il est attaqué par une flotte britannique de 15 vaisseaux, mieux armés et supérieurs en nombre. Pas de quoi effrayer Jacques Cassard puisqu'il s'engage aussitôt dans le combat. Il pilonne les vaisseaux anglais, il en coule 5 sur 15 et il pousse les autres à se replier sur Malte. Tranquille. C'était son premier grand coup d'éclat, ça sera aussi sa première grosse déception, la première d'une longue série, puisqu'après cet exploit, les 25 navires marchands chargés de blé ont pu rentrer à bon port à Marseille, pendant que Cassard réparait son navire qui avait subi des dégâts dans l'affrontement. Sauf que, une fois arrivé à Marseille, après les réparations et donc un petit peu après le convoi, il réclame son droit d'escorte, et les échevins de la ville le lui refusent au prétexte que le convoi est arrivé tout seul. Cassard est fou de rage, il fait un procès, il le perd et il n'aura pas son argent. En revanche, un peu après, on lui propose la croix de Saint-Louis qu'il refuse en estimant ne pas la mériter. Parce que ce qu'il faut savoir avec Cassard,
c'est qu'en plus d'être un marin hors pair, un maître de l'abordage, un manœuvrier reconnu, il est aussi un parfait honnête homme. Il a un incroyable sens du devoir, de l'honneur et un respect des lois exemplaires qui lui ont probablement été inculquées par son oncle janséniste. Il fait tout dans les règles, il paie ses amendes sans rechigner et reste dans les clous. Il se permet même de refuser des récompenses, comme on vient de le voir, par pure modestie. Et malgré tout ça, et malgré tous ses exploits et son dévouement, on va toujours tout lui refuser. Là, c'était un premier exemple, mais ça va continuer l'année suivante. Il se porte au secours d'un convoi de 84 bateaux menacés par les Anglais, toujours en Méditerranée. Il participe avec son escadre à la bataille de Syracuse et il capture le HMS Pembroke et le HMS Falcon, sauvant le convoi qui peut rentrer à Toulon sain et sauf. Valeur du convoi sauvé, 8 millions de livres. Et pourtant, rentré à Marseille, les commanditaires marseillais lui refusent toujours ses 10 000 livres de l'année précédente. Incroyable. De toute façon, j'aime pas les Marseillais. Paris est magique. Autre exploit, suivi d'une autre désillusion encore plus grosse, celle-ci. Cette fois, nous sommes en Catalogne. Le duc de Vendôme, qui subit un blocus, appelle Cassard à l'aide. Cassard arrive avec son escadre, il rompt le blocus et il avance 200 000 livres de sa poche pour ce faire. Résultat, le duc de Vendôme ne lui paye ni les 200 000 livres qu'il lui avait avancés, ni les 15 jours d'escorte. En revanche, il le remercie. Voilà. Franchement, il y a des coups de genoux qui se perdent au bout d'un moment. La Méditerranée, Cassard en a marre, il souhaite voguer vers de nouveaux horizons et il part en 1711 vers les Antilles, encore une fois. Là, pendant plus de 2 ans, il va faire vivre aux Anglais, aux Hollandais et aux Portugais un véritable cauchemar. Il s'empare de leurs îles, il pille leurs bateaux, il ramène le butin à chaque fois en Martinique où il est accueilli en héros. D'ailleurs, on raconte qu'il avait tellement de butin qu'il était obligé d'en abandonner en route. Lorsqu'il rentre en France, c'est avec un butin de 10 millions de livres et ça n'en est sûrement qu'une partie. Il est alors au sommet de sa légende, même si son ami Duguay-Trouin lui vole un petit peu la vedette. Il est fait capitaine de vaisseau en 1712, puis la guerre étant terminée, il met fin à sa carrière de corsaire et fait enfin en 1718 chevalier de l'ordre de Saint-Louis. Mais malgré tous ses exploits, malgré sa réputation, malgré toutes ses promotions et ses distinctions, Jacques Cassard n'a pas une thune. Sur tout le butin qu'il a rapporté, il n'a quasiment jamais rien touché ou presque, et même sur les 10 millions rapportés des Antilles, pot de balle, il a eu que des miettes. Il vit à Paris misérablement grâce à l'argent que ses 2 sœurs lui envoient et dès lors il va mener une vie de misère et surtout d'aigreur. Il va se mettre en tête, et c'est bien légitime, de réclamer tout ce qu'on lui doit. Pour ça, il prend littéralement d'assaut le cabinet du cardinal de Fleury tous les jours pour aller plaider sa cause au point que les courtisans finissent par se moquer de lui. En 1736, c'est la fois de trop alors qu'il réclame encore justice au cardinal de Fleury, notamment pour l'affaire du duc de Vendôme et les 200 000 livres. Emporté par son très mauvais caractère, parce qu'il en avait un très mauvais, il se dessert lui-même en insultant et peut-être même en bousculant le cardinal. On le déclare alors fou et on l'enferme dans la prison de Ham, dans la Somme. Au passage, c'est la prison de laquelle s'évadera Napoléon III bien plus tard. Et c'est dans sa cellule qu'il meurt 4 ans plus tard, en 1740, à l'âge de 60 ans, dans le dénuement et l'oubli le plus total. Ce qui est terrible, c'est cette fin, déjà, après une vie de gloire, de dévouement, de service, mais c'est aussi, sans doute, son caractère qui a joué contre lui. C'est ça qui est le plus triste, parce qu'avec un peu plus de tact et de diplomatie, il serait sans doute parvenu à ses fins et il aurait été dédommagé. Bon, après, c'est facile à dire, hein, évidemment, vu comment il a été traité, mais écoutez ce que nous dit par exemple Louis-Nicolas Becherel, je cite « On prétend qu'il fut lui-même l'artisan de son infortune par la dureté et la sauvagerie de son caractère. » Malgré tout, Jacques Cassard méritait sans aucun doute beaucoup mieux. Il aura été, avec Duguay-Trouin, le plus grand corsaire de son temps. Duguay-Trouin, d'ailleurs, lui rendra hommage, et je terminerai là-dessus. Un jour où Cassard attendait une énième audience avec le cardinal de Fleury et que les courtisans se moquaient de lui, Duguay-Trouin, passant par là, leur lance, je cite, « Vous ne connaissez pas cet homme, messieurs, tant pis pour vous. C'est le plus grand homme que la France ait à présent. C'est Cassard. Je donnerai toutes les actions de ma vie pour une des siennes. Il n'est pas connu ici, mais il est craint et redouté chez les Portugais, chez les Anglais, chez les Hollandais dont il a ravagé les possessions en Afrique et en Amérique. Avec un seul vaisseau, il faisait plus qu'une escadre entière. » J'espère que cet épisode contribuera modestement à lui rendre également ce qui lui est dû. Merci à tous et à la semaine prochaine.